Bienvenue dans cette salle. Attention, attention, attention. C'est l'heure de la Formule Express. Alors il va falloir faire vite. Vite, vite. Ça c'est... Allons, prêt, non, oui, vite. Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! Salut tout le monde, c'est Thibaut pour Retour à l'écran express et cette fois-ci direction les années 80 en plein air Reagan avec évidemment une histoire de surarmement, un film hyper décomplexé qui balade entre le nanar et le film culte avec un faux vieux coréen, un héros qui marche sur l'eau et qui évite les balles et ça 15 ans avant Matrix, un film d'espionnage et d'aventure et des super punchlines de la mort, avec dans les rôles principaux Fred Ward et Joel Grey, sûrement l'un des plus gros beats de 85, Remo sans armes et dangereux de Guy Hamilton. Vous avez été recruté par une organisation qui n'existe pas. Tout est neuf. La tête, les empreintes digitales et même le nom. Remo Williams. On cherchait un type et c'est vous qui avez gagné la timbale. Flic incorruptible, ex-marine, pas de famille, pas d'attache, le choix idéal. Bah si c'est moi votre choix idéal, vous êtes pas dans la merde les mecs. C'est quoi votre étiquette au fait? FBI, CIA, l'armée du salut? On est des gens à qui tu vas obéir, on te tient par les baloches, Remo. Tous nos flics sont corrompus, nos juges sont vendus, nos hommes politiques sont pourris. Où qu'on regarde, on patauge dans le purin. Tu vas appliquer le 11e commandement. Les saletés devras payer. Un flic bourru mais intègre meurt pendant une patrouille. Il se réveille dans une chambre d'hôpital avec un nouveau visage et un nouveau nom. Il comprend alors qu'il a été recruté de force dans une agence secrète du gouvernement. Il est confié à Chun, un vieux coréen maître des arts martiaux qui va le former pour devenir un assassin. Il devra stopper un homme d'affaires véreux trempant dans du trafic d'armes en faisant appel à toutes ses compétences pour mener à bien sa mission sans utiliser d'armes. Je peux te promettre de la terreur à midi, de la violence au dîner et des insultes en guise de bonne nuit. Comme vacances, t'auras 2 minutes par an si tu les gâches pas à surveiller ton ombre. Et si t'atteins la retraite, tu pourras dire que t'as vu un miracle. Si c'est encore un piège à la con, tu peux dire adieu d'avance à ta pension. C'est pas du flan, je te le garantis. Je te l'ai dit, non? On n'aime pas trop le pan-pan chez nous. Nos meilleures armes, c'est le mental et les muscles. C'est ça que ton copain Chun va t'enseigner, vieux. Le film est tiré d'une série de romans de pulp aventure, L'Implacable ou The Destroyer en anglais, de Richard Sapir et Warren Murphy qui débute en 71 et qui compte pas moins de 170 volumes. Pour mémoire, James Bond ne compte qu'une douzaine de volumes. C'est la société de production Orion qui rachète les droits au début des années 80 dans l'idée de lancer une nouvelle franchise qui pourrait justement concurrencer James Bond. C'est une jeune société qui a le vent en poupe, fondée en 78 par des anciens dirigeants de United Artists, celle-là même qui a produit les premiers James Bond justement. Ce même 007 qui est un peu en latence, Roger Moore est en phase d'arrêter puisqu'il doit faire son dernier James Bond Dangereusement Vôtre qui doit sortir la même année que Remo. Mais il n'y a pas encore de remplaçant et c'est une opportunité que Orion veut saisir pour lancer son nouveau héros. Un budget de 15 millions est alors alloué à la production du film. Ils vont alors naturellement se tourner vers d'anciens collaborateurs de United Artists, notamment Guy Hamilton, le réalisateur de plusieurs James Bond, Goldfinger et de L'Homme au pistolet d'or entre autres, mais aussi vers Christopher Woody, le scénariste de L'espion qui m'aimait et de Moonraker. Les deux hommes ont en plus déjà travaillé ensemble sur la pré-production de L'espion qui m'aimait avant que Guy Hamilton ne se retire du projet juste avant le tournage au profit de Lewis Gilbert. Alors, Chun, qu'est-ce que t'en dis? Il est très lent. Ses réflexes sont pitoyables. Aucune coordination. Quant à sa condition physique, c'est le néant. Très impétueux. Oui. Et très maladroit. Il bouge comme un babouin, avec les doigts palmés. Cependant, il y a une faible lueur encourageante dans son regard torve. J'en tirerai sans doute un petit mieux. Bon,
Pour incarner le héros, c'est Fred Ward qui est choisi. Après avoir un temps envisagé Bruce Willis ou Ed Harris, c'est plus son côté badass que sa tête de jeune premier qui plaît à Hamilton, car Fred Ward, avant d'être acteur, sert 3 ans dans l'US Air Force, fait de la boxe et devient bûcheron en Alaska. Il se fait remarquer dans le rôle de Gus Grissom pour l'excellent L'étoffe des héros de Philip Kaufman en 83, un vrai dur à cuire qui, selon le réalisateur Guy Hamilton, était meilleur que la plupart des cascadeurs avec qui il avait travaillé jusqu'ici. Mais la production n'est pas convaincue par Fred Ward et décide de refaire passer des castings. C'est plus de 200 personnes qui vont être auditionnées pour finalement garder Fred Ward. Ça va, tu rigoles ou quoi? Silence. Le sot jacasse, mais le sage préfère écouter. Respire. Elle a une petite minute. Cet entraînement, c'est le genre où on reste assis en chien de faïence pendant 10 ans et un beau matin, j'arrive à péter les briques du bout de l'orteil. Pression sur les centres nerveux. Sinanju. Technique développée dès l'aube des temps par les maîtres de la plus noble race de la Terre. Pour jouer Chun, un court instant, c'est Jackie Chan qui est nommé. Mais très vite abandonné, ils vont se diriger vers Joel Grey pour sa taille, sa corpulence et sa façon de bouger. C'est un acteur oscarisé pour son rôle de maître de cérémonie dans le film Cabaret de Bob Fosse. Il va d'abord refuser, trouvant l'idée de jouer un asiatique complètement absurde. C'est le maquilleur en personne, Carl Fullerton, qui va le convaincre en lui assurant d'être capable de le transformer de manière crédible en vieux coréen. Après un test de maquillage, il est allé se promener à Chinatown pour voir les réactions. Test concluant puisque personne ne le remarque. En revanche, cette décision va leur attirer des foudres de la communauté d'acteurs sino-américains. Une réaction somme toute normale, la production s'excusera en expliquant que Joel Grey était le meilleur acteur pour le rôle. Certains participants tenteront même leur chance lors du casting en se prétendant experts du Sinanju, l'art martial coréen que enseigne Chun, ignorant totalement que le Sinanju est une pure invention. Joel Grey devra quand même endurer patiemment chaque jour 4 heures de maquillage pour être transformé en vieux sage aux yeux bridés. Je te prie de lever tes mains sur la tête. T'as dit de ne plus les bouger? Tu as autant de réflexes qu'un yaku de Jacques. Sais-tu pourquoi ta personne me fascine? Parce que tu es la preuve que l'homme peut vivre sans cerveau. Je le craignais. Tu n'as pas le sens de l'humour. Quand le tournage débute, le 15 octobre 84, le budget est déjà passé de 15 millions à 35 millions. Tout se passe principalement en décor naturel, à New York, dans divers quartiers. La scène de la Grande Roue est tournée dans un célèbre parc d'attractions américain, le parc de Coney Island, situé sur une longue bande de terre au large de la côte Est. En dessous de New York, c'est évidemment Fred Ward qui fait la quasi-totalité de ces cascades. La plupart des intérieurs sont tournés à Mexico, au studio de Iztapalapa, de vieux studios absolument pas insonorisés qui poseront de gros problèmes de tournage, notamment pour la fameuse scène de la chambre à gaz, où des bruits extérieurs au plateau viendront perturber la scène. La production, pour éviter les bruits du déjeuner, délocaliseront directement la cantine dans le décor de l'appartement de Grove avec la cheminée, le méchant du film. En février, c'est la fin du tournage, et après de longues négociations, ils obtiennent enfin l'autorisation de tourner sur l'échafaudage qui entoure la Statue de la Liberté à ce moment-là. Une idée du scénariste de profiter des travaux de rénovation du monument. En revanche, ils sont interdiction de toucher à la statue. Un problème, puisque Remo est censé se battre sur la tête du monument. Une reproduction grandeur nature des épaules et de la tête et du bras est construite alors au Mexique pour $500,000. Les reshoots de la statue, quant à eux, ont lieu en mai, puis le film est enfin bouclé pour un total d'environ $40 millions. Mais que serait une nouvelle franchise sans musique iconique? Là encore, Orion dépense sans compter et fait appel à Greg Safan, l'auteur de la magnifique musique de Starfighter. Il s'inspire ici de musique traditionnelle coréenne avec des moments très électro, style Harold Faltermeyer, et il crée pour Remo une énorme BO avec plus de 20 titres, dont l'excellent thème principal.
Rassuré par la prestation de Joel Grey, le syndicat des acteurs sino-américains exige alors un gala d'avant-première à San Francisco, une ville où la communauté asiatique est très présente. Il a lieu le 9 octobre 85. Le film sort le 11 octobre 85 et le 19 mars 86 en France, la même semaine que Salvatore de Oliver Stone, et une semaine avant Le Secret de la Pyramide. Pas mal, hein? Mais 2 balles, c'est un jeu d'enfant. Quand tu parviendras à esquiver 6 balles, alors tu auras fait un pas en avant. Tu as oublié le riz? Pourquoi on n'en cultiverait pas? Pas pitié donc. Épargne-moi tes faibles simulacres d'humour. Et garde-les plutôt pour l'épicier du coin. Il a un excellent riz de Shanju. De grandes ambitions pour ce James Bond hollywoodien. Le film fait un démarrage correct, puis coule rapidement malgré sa distribution dans 1170 salles aux USA. C'est un vrai naufrage, une recette d'à peine 14 millions de dollars aux USA. En France, il fait guère mieux, avec 520 000 entrées, très loin derrière le champion de l'année du box-office, 3 hommes et un couffin, et ses 10 millions d'entrées. Très loin aussi de son concurrent direct, dangereusement vôtre, le dernier James Bond avec Roger Moore, qui fait plus de 2 400 000 entrées. Remo, l'aventure commence, s'achève après ce premier volet, et Fred Ward, qui avait signé pour 3 films, ne reprendra malheureusement jamais le rôle. Le film obtiendra quand même plusieurs nominations de second rôle pour Joel Grey et son interprétation de vieux sage, et une nomination pour Carl Fullerton pour son magnifique travail de maquillage, qui malheureusement n'obtiendra pas l'Oscar face à Mask de Peter Bogdanovich avec Cher et Eric Stoltz. Un téléfilm sortira en 88 avec Roddy McDowall et Jeffrey Meek, Remo The Prophecy. Pour voir ce film très peu présent sur les plateformes VOD, vous vous en doutez, il faudra tenter de trouver un DVD version française de piètre qualité, ou si vous avez de la chance de vous trouver un beau Blu-ray anglais avec quelques petits bonus, et donc évidemment sans sous-titres ni VF. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté de ces super doublages comme on en fait malheureusement plus, typiques des années 80. Ou alors, dernière solution, vous tournez vers l'oncle d'Amérique. Et voilà, maintenant je retrouve mes 2 comparses, Max. Salut. Et Mick. Salut. Et on va parler de Remo. Tous ensemble, il y aura du bien, il y aura du moins bien. Mais je pense quand même que l'idée est un peu positive quand même un petit peu. Mais bon, on va voir ça. Allez, je sais pas qui c'est... vous l'avez découvert comment, vous ? Alors moi je l'ai découvert sur Canal en août 88, parce qu'il était diffusé cet été-là. Je connaissais pas ce film. Comme tu le dis précédemment, en fait, c'est un film qui était un peu passé inaperçu, qui n'avait pas eu un grand succès en France. Et je m'étais laissé embarquer dans ce film et que j'avais trouvé très sympa, un film d'aventure très rythmé, un peu atypique justement, et on en reparlera justement du côté atypique de ce film, mais j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Et après je l'ai regardé régulièrement. Et puis petit à petit, c'est un film que j'ai moins regardé, et c'est vrai que là, ça faisait quand même pas mal d'années que je l'avais pas vu, et en le revoyant pour l'occasion, je suis moins emballé qu'à l'époque, et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alors moi, je l'ai découvert en VHS, ça c'est sûr, même en nouveauté VHS. J'avais adoré, franchement adoré à l'époque. Je l'ai revu sur Canal, j'avais dû l'enregistrer aussi, il me semble. Je l'ai vu plusieurs fois durant les années 80 et au tout début des années 90, et c'est pareil, je l'avais pas revu, je pense, depuis 30 ans, quoi. Je me souvenais un peu vaguement de l'histoire, mais je sais que moi à l'époque ça m'avait vraiment happé. Je trouvais ça super cool, et le personnage, et le fait d'éviter les balles, les machins comme ça, et il y a un côté très sympathique, assez joyeux, qui m'avait vraiment plu. Mais aujourd'hui aussi, j'ai plutôt un ressenti positif aujourd'hui, mais malgré tout, il y a quand même pas mal de bémols qu'il va falloir aussi dénoncer, quoi. Ouais, dénonçons. Allez, dénonçons. Et moi, comme toi, Mike, en VHS, j'avais loué dans mon vidéoclub.
C'est un film qui m'avait vraiment plu. Je sais pas si j'étais vraiment en période kung-fu, mais c'était un film qui m'avait complètement rendu dingue sur le kung-fu, quoi. Je dis, putain, mais c'est le film de kung-fu, quoi, presque. Je sais pas, mais c'était fou, quoi. Le mec, il apprenait des trucs complètement dingues, à faire des choses folles. Moi, j'avais, avec ce petit maître Jedi qui lui apprenait tout, c'était extraordinaire. Et puis les répliques me faisaient trop marrer, je les avais appris par cœur, je les connais toujours par cœur d'ailleurs, je l'ai vu je sais pas combien de fois. Alors le truc c'est que ce film, il y a une petite histoire qui m'a suivi pendant plusieurs années avec ce film, parce que je l'avais loué, j'avais vu le film, et après il était passé sur la 5, et quand il est passé sur la 5, j'ai dit mais c'est pas possible, il manque des scènes. Notamment la scène où il apprend à marcher sur en équilibre, sur des piquets comme ça. Il y avait une ou deux scènes comme ça qui avaient disparu. Et donc que j'ai retrouvé, et j'ai été très heureux de retrouver un jour quand je suis tombé sur un DVD en promo pas cher, donc j'ai pu revoir ce film, et là je me suis rendu compte qu'il y avait encore des nouvelles scènes avec des passages en anglais non doublés, du coup dans cette version ça fait plaisir de le voir comme ça. Bon, on va partir un peu sur le film. Alors bon, allez, allons-y. Lâchez-vous. Qu'est-ce qui va plus dans ce film ? On parlera de ce qui va bien après, comme ça les gens resteront sur une bonne impression. Une note optimiste. Ouais, enfin c'est pas que ça va pas en fait, c'est que déjà il y a un mélange de genres et en même temps un déséquilibre. C'est-à-dire que d'un côté t'as un film initiatique et en parallèle donc t'as une intrigue politique, et que autant le film initiatique est toujours sympa à suivre avec ses répliques comme tu disais, et autant l'intrigue politique à côté qui prend le dessus finalement à partir de la deuxième heure du film, et à mon sens, totalement inintéressante. Et moi, en fait, quelque part, en le revoyant là, ça m'a sorti... Enfin, petit à petit, je suis sorti du film. Même s'il y a des scènes d'action qui sont vachement bien, on en parlera, notamment une scène sur les échafaudages dont tu parlais dans la première partie de la Statue de la Liberté. Mais voilà, cette deuxième partie, en fait, je la trouve extrêmement faible, un peu ringard, voilà. Moi, en fait, c'est le scénario, il y a une simplicité dans le scénario, c'est-à-dire que, globalement, aujourd'hui, si on faisait ce film-là, je pense qu'en fait, on ajouterait une dimension supplémentaire à Remo, parce qu'en fait, il a aucune attache émotionnelle avec qui que ce soit, à part Chun, mais je comprends pourquoi il est comme ça, parce que c'est comme ça qu'on le récupère et qu'on le caste finalement, mais malgré tout, il lui manque un enjeu émotionnel à surmonter dans le film. Je trouve que finalement, comme il est attaché à rien, il n'y a pas d'autre enjeu que de sauver son maître à penser vers la fin, mais il manquerait quelque chose qui ait une relation avec sa fille ou son fils ou je sais pas, avec quelqu'un de sa famille, ou alors une love interest ou un truc comme ça, mais il manque quand même cette dimension là, je trouve. C'est un peu simple vis-à-vis de, enfin, quand on voit ça en 2020-22. C'est vachement bien ce que tu as dit, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Non, c'est vrai. Après, faut pas oublier que c'était censé être un premier épisode, un épisode de présentation, d'installation d'un personnage. Il n'y a pas eu de suite, donc après, voilà, il y a peut-être ça à prendre en compte, mais c'est vrai que je suis assez d'accord. L'histoire est très simpliste, et comme je le disais, moi, toute l'intrigue, je la trouve absolument sans intérêt, et vue, revue et re-revue. Même avant, enfin, on avait vu des films un peu mieux écrits, un peu mieux construits sur l'intrigue, on va dire, aventure. Mais voilà, faut remettre je pense que en le remettant dans le contexte d'un premier volet, d'un supposé premier volet, bon voilà, ça, je dis pas que ça excuse la faiblesse du scénario, mais bon, ça peut un peu l'expliquer, quoi. Ouais, il y avait quelque chose d'intéressant à la base, ce personnage qui se bat sans armes contre ce riche industriel qui fabrique donc ce passage, par exemple, où il arrive dans l'usine où il y a ce super satellite avec des lasers, des machins, des trucs comme ça. Donc on est vraiment dans l'opposition entre le gars qui se bat avec ses poings contre la technologie Reagan, etc. Justement, je pense que c'est en partie ça qui explique l'échec du film aux États-Unis. Bah ouais. À cette époque, quand même, les États-Unis sont fiers de leur pays, de leur armée. Elle est plutôt pour l'armement contre l'ennemi russe pendant cet apogée de la guerre froide. Et de voir un film qui va à contre-courant de ça, à contre-courant de cette idée, je suis pas sûr que ça passait bien auprès des Américains à l'époque. Voilà. Et puis ça va à contre-courant des films qui sortaient à l'époque. Ah ouais. Tu penses à l'Aube Rouge, quand tu penses à Rambo 2, voilà, c'est des films pro-réganiens.
anti-russe. Et puis il y a l'histoire aussi que c'était l'époque des gros flingues. Ouais. Les Stallone, les Schwarzenegger, au-delà des muscles, c'était aussi leur gun, quoi. Oui. Et là, tu vois un mec qui se bat uniquement avec ses poings, bah c'était pas super vendeur pour les ricains, quoi. Mais bon, je reviens là-dessus, le problème principal du film, c'est quand même la faiblesse de son scénar. Plus que le scénar, en fait, c'est vraiment le méchant qui manque de profondeur et qui met... Et voilà, Remo, il aurait mérité un méchant à sa hauteur, quoi. Là, il a juste une sorte de mec qu'on voit de temps en temps comme ça. C'est pas... Voilà, moi, c'est vraiment le truc dommage. Et comme tu dis, Max, oui, c'est vrai que du coup tout ça en fait devient secondaire par rapport, enfin en tout cas pour moi, puisque en fait ce qui m'intéresse le plus, c'est toute cette relation avec Chun et cette formation d'assassin qui est absolument extraordinaire et qui est une relation, alors dans les livres apparemment, il y a vraiment une relation où ils peuvent pas se voir, et à la fin l'autre il l'appelle mon père ou petit père ou des trucs comme ça, donc c'est assez touchant quand même de voir évoluer cette relation, mais c'est vrai que la scène de fin, moi j'adore la scène avec les chiens. Faut expliquer ce que c'est. Faut expliquer, c'est que Remo. Dans la scène où justement où il voit le satellite, où il va voir le satellite justement dont je parlais il y a deux minutes. Voilà, et comme c'est surprotégé, il y a 3 chiens et ils sont hyper intelligents, mais c'est tordant, quoi. Et les clébards, c'était quelle leçon tu... Ah, lâche-moi le basket, mon Dieu! D'accord, ok, bon, très bien, tu m'as eu avec 2 ou 3 trucs bidons. Par contre, cette petite combine, pour éviter les balles, chapeau. Tu bouges comme une guenon enceinte. La nature des dialogues est tordante. On n'est pas très loin du rapport entre Daniel-san et Maître Miyagi, hein. On a vraiment un truc comme ça, quoi. Et sauf que voilà, dans Karate Kid, on a vraiment un asiatique, mais ah non, il paraît non, c'est pas vrai. Apparemment, c'était un maquillage aussi. C'était encore Carl Fullerton. Alors Carl Fullerton, d'ailleurs, je l'ai pas dit, je le dis au passage, c'était quand même un apprenti, enfin un élève de Dick Smith quand même. Oui, tout à fait. Et oui, il fallait le dire quand même. Le grand Dick Smith qui nous a fait des effets spéciaux, la crête de Niro dans Taxi Driver ou le vieillissement de Dustin Hoffman dans Little Big Man. Voilà. Je poursuis dans ton sens. Carl Fullerton, c'est le maquilleur donc de Remo, et c'est aussi le maquilleur qui a bossé sur The Wiz, Au-delà du réel. Il était aussi sur Les Vendredis 13. Il a travaillé sur Wolfen, un film que normalement nos auditeurs connaissent maintenant. Et puis il a fait aussi le vieillissement sur Les Prédateurs. Il a travaillé sur FX, Effet de choc. Et puis voilà, et c'est un gros maquilleur. Après, dans les années 90, il bosse sur Les Affranchis, Le Silence des agneaux et tout ça. Donc c'est vraiment pas quelqu'un... c'est quelqu'un dont le nom ressort pas nécessairement comme celui de Rick Baker bien sûr, ou Stan Winston, etc. Mais il n'a pas cette stature, mais c'est quand même quelqu'un de très solide. Tout à fait. Après cette petite parenthèse geek, moi je voulais revenir un peu sur le doublage français en fait qui appuie finalement le doublage français fait par par Yves Régnier, commissaire Moulin. Par commissaire Moulin, enfin c'est Fred Ward est doublé par Yves Régnier. Non, on tombe un peu dans le doublage à la Michel Leb pour le rôle de Chun. Et sachant qu'après justement dans les petits passages en VO qui n'ont pas été doublés, on voit quand même que le Joel Grey ne pousse pas justement dans la caricature asiatique dans son phrasé, et donc c'est dommage. Je trouve que la VF, même si elle est en parlé dans la première partie, c'est des VF à l'ancienne, tout ça comme on aime bien, mais celle-ci, moi, elle me dérange un peu. Et puis honnêtement, c'est vrai qu'aussi je vois toujours la gueule quand j'entends Fred Ward, enfin quand j'entends le doublage de Fred Ward, je vois toujours la gueule d'Yves Régnier, et ça me fait chier. Voilà. Ouais, mais quand même, les dialogues sont tordants, quoi. Pourquoi que ce qu'on ingurgite dans ce pays est assaisonné au monosodium, monosodium glutamique, t'es même pas fichu de le dire. Je sais dire crotte de lapin. Ça ne signifie pas que je dois en manger. Moi, ce film, je m'éclate encore, mais c'est uniquement pour le côté body movie entre ces deux personnages. Et surtout via l'apprentissage. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, et on en avait parlé il y a longtemps off au micro ensemble, mais c'est que à cette époque-là,
dans les films, il y a souvent la notion d'apprentissage, c'est-à-dire... Ah ouais, c'est plus comme voilà, maintenant. Tu vois, dans les Star Wars et tout ça, comme tu le disais très justement il y a quelques temps, c'est que aujourd'hui, les gens naissent Jedi, ils ont déjà des pouvoirs et tout ça, alors que... Ils sont super cheatés, ou ils ont une baguette, ils sont fils de sorciers, donc ils sont super balèzes, et ils ont rien à faire, et tout leur vient, on leur donne, voilà, alors que là... Non, alors là, c'est un véritable voilà, apprentissage, quoi. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, je trouve que les cascades quelques cascades sont vraiment incroyables. Justement, encore une fois, autour de la séquence, autour de la Statue de la Liberté, moi, je trouve qu'on y croit, on a peur, on a le vertige, il y a des plans qui sont quand même assez hallucinants, quoi. C'est une notion qu'on vraiment... Ça fait un peu vieux con de dire ça, mais c'est vraiment une notion qu'on a perdue avec les CGI en fait. C'est que aujourd'hui, plus rien ne nous fait peur. C'est tellement énorme. Voilà, Bruce Willis conduit un F-14, machin. Enfin, on va tellement dans la surenchère que finalement, on n'a plus peur. Là, en fait, on a vraiment le vertige avec lui, etc. Parce qu'on dit, waouh, la vache, ils ont fait ça pour de vrai. C'est quand même assez incroyable. Et c'est aussi le coordinateur des cascades, qui est le réalisateur du seconde équipe du film, qui s'appelle Glenn Randall Jr., qui est un cascadeur, et c'est un mec qui a bossé sur E.T., Indiana Jones 2, Le Diamant du Nil, L'Aventure intérieure que nos auditeurs connaissent bien aussi, La Marque de Zorro, Terrain miné aussi avec Steven Seagal. C'est quand même quelqu'un, voilà, c'est du très très lourd, du très solide en termes de cascade, et je pense que voilà, il y a aussi du crédit à lui accorder sur le film parce qu'il y a plein de moments comme ça qui sont assez chouettes, et notamment quand il marche sur l'eau, parce que sans CGI, faire marcher quelqu'un sur l'eau, c'est pas évident, quoi. Et non, et puis après en plus on a Fred Ward qui est un gars qui... Alors justement, parlons-en de Fred Ward, parce que c'est une question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que vous pensez du choix de Fred Ward pour incarner ce personnage ? C'est vrai. Parce que moi j'ai un vrai doute sur la pertinence de prendre ce mec-là, même si c'est un acteur que j'aime bien, mais je trouve que c'est pas forcément le bon choix pour celui-là. Non, c'était peut-être pas forcément un bon choix, parce que oui, il incarne un personnage il aurait peut-être fallu quelqu'un d'un peu moins massif, d'un peu plus fin, un peu plus élastique. Voilà, alors il est mastoc, quoi. Voilà, il est mastoc. D'ailleurs, mais c'est pour ça aussi que Guy Hamilton l'avait choisi. C'était vraiment parce que ce côté badass, quoi, qui lui plaisait. Et puis c'est quelqu'un qui faisait ses cascades aussi. Mais après, je pense que dans l'incarnation de le voir comme un héros d'aventure, je pense qu'il y a plein de choses qui ont joué sur l'échec du film, mais je pense que le choix de Fred Ward en fait partie. Il est très bon en second rôle. Dans Tremors, il est parfait. Il colle parfaitement à ce personnage de redneck. Mais il est très empâté. Et ça joue aussi sur la crédibilité de l'ensemble, à mon sens. Et puis, tiens, puisqu'on parle de Fred Ward, on va quand même faire un petit hommage, parce que il nous a quittés il y a pas longtemps. Et quand même, on se souviendra de lui, pas que pour ce film. Je parlais aussi c'est là où on l'a pour l'étoffe des héros, ou Tremors, qui était que j'adore et qui est un super film avec Kevin Bacon à voir absolument. Peut-être qu'un jour on fera un épisode dessus, parce que ça c'est quand même très très bon. Mais aussi dans The Player, mais aussi dans Shortcuts, mais aussi dans Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? Et malheureusement, c'est sûrement l'un des films qui aura plombé sa carrière. Oui, parce qu'on lui avait mis un peu le projet sur les épaules, et malheureusement, comme on l'a précisé tout à l'heure, c'est peut-être un profil qui correspondait mieux au second couteau que sur des premiers rôles, ou en tout cas, il fallait vraiment les trier, quoi. Mais ça reste un acteur hyper attachant, plutôt profil bas, c'est pas quelqu'un qui faisait des esclandres et tout ça, et ça a fait un petit quelque chose quand il est parti, quoi. Et en lui dédicace, de toute façon, évidemment, ce podcast. Jum, tu es vraiment incroyable. Non. Je suis mieux que ça. Après, Remo, ça a un petit côté aussi, quand on regarde hors cascade, tout ça, il y a un petit côté téléfilm quand même. C'est très plan-plan. Ça me faisait penser un peu aux séries télé de l'époque. Moi, honnêtement, même si avec tous les bémols que j'ai déballés depuis le début de ce débat, c'est pas un film sur lequel je vais tirer à boulet rouge. Non. Ça reste un film pas désagréable. Je le remettrai pas demain, ça c'est sûr. Mais c'est pas un film désagréable. À la fin, je me suis pas dit putain, je me suis tapé une purge, quoi. Après, en fait, c'est
c'est un film, voilà, c'est un film sympa. C'est pas forcément un film réussi, mais c'est un film sympa qui se laisse voir. Et moi, ce que je retiens et ce que je veux garder de ce film-là, c'est toute sa première partie sur la rencontre entre les deux, entre Remo et Chun, et toute la relation qu'il y a entre eux. Et rien que ça, en fait, ça vaut le coup de le voir, quoi. Tout à fait, mais même pas que le début, c'est tous ces petits passages, même dans la deuxième partie, où, comme dans les films américains, où le côté action prend le pas sur la comédie, mais il y a quand même encore ces petits passages au milieu de tout ça qui reviennent régulièrement et que j'aime jusqu'au bout. On a Remo et Chun, et ça c'est sympa. Sachant que la mère nature lui a refusé la joie de naître coréen, il est handicapé cruellement. Mais j'entrevois une lueur encourageante. Bon, mais il sera prêt quand? Avant la date prévue. Excellent. Mais encore? Dans 15 ans. Dans 15 ans? Si j'accélère les cours, 14 ans et demi. Je crois qu'on a fait le tour, c'était bien sympa, je suis content d'avoir parlé de ce film que j'aime bien toujours. Et voilà, c'est quand même toujours assez, que je trouve quand même toujours assez drôle. Voilà, on va passer sur le côté action, mais le côté comédie est quand même toujours très réussi et attachant. Voilà, merci à nous avoir écoutés, merci à tous, merci à Mike. Merci Max. Et merci à toi. Et puis on se retrouve très bientôt, et puis vous pouvez toujours retrouver nos podcasts sur toutes les bonnes chaînes habituelles. Allez, salut, ciao ciao. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.